Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la dernière vidéo. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Je vais la mettre ici en lien. C'est vraiment très important que tu comprennes la suite logique de ces questions voilà, qu'on m'a posées le plus souvent en dropshipping et ce qui m'a décidé à arrêter le coaching pour les dropshippers. C'est vraiment essentiel que tu regardes ça et je délivre beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir l'autre vidéo si tu ne l'as pas vue et de regarder celle-là ensuite. On attaque tout de suite juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que ton business se porte bien, que tu te portes bien avant tout. Bref, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Aujourd'hui, on va faire la suite de la vidéo précédente. T'as vu, j'ai pas eu le temps d'énumérer mes 10 questions, donc j'en ai fait que quelques-unes. On va en faire encore quelques-unes aujourd'hui et je présume que j'aurai pas le temps de finir non plus, donc il y aura une troisième partie. Ok, on y va tout de suite. N'oublie pas, avant ça, de me lâcher un like, de cocher la cloche abonné si tu n'es toujours pas abonné et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te garantis que c'est du caustique aujourd'hui. Êtes-vous obligé de faire du high ticket? C'est absolument pas ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas obligé de faire du high ticket. Vous pouvez faire du low ticket. Maintenant, posez-vous la question. Comment est-ce que vous allez gérer votre processus de commande? Est-ce que à chaque réception de commande client, vous allez intervenir manuellement ou automatiquement? C'est vraiment ça qui fait la différence. Si je vous dis de faire du high ticket, c'est parce que si vous faites une, deux, trois, quatre, cinq commandes par jour, vous pouvez les traiter manuellement. Pourquoi? Parce que la marge bénéficiaire vous permet de dépenser votre temps comme ça pour passer ces commandes manuellement. Donc ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je dis, voilà, faire du high ticket, c'est plus intéressant parce que bah, tu n'as pas besoin de tant compris d'un système automatisé, etc. Tu vois, pour gérer tes commandes, tu peux les gérer manuellement. C'est assez facile. Tu peux importer des listings en CSV, etc. Donc, tu vois, c'est assez facile. Ok. Maintenant, si tu veux faire du petit produit, bah, c'est peut-être, je sais pas, 100 ou 200 commandes par jour que tu vas te taper. Donc, ces 100 ou 200 commandes par jour, si tu les traites manuellement, tu vas te tirer une balle. C'est obligé. En plus de ça, je te parle même pas du SAV derrière, parce que en e-commerce, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes de livraison, des gens qui changent d'avis, des ci, des ça. Si tu as un problème sur 4 ou 5 commandes, c'est gérable. Tu arrives à gérer ça. Hein, tu trouves un moyen avec les gens, en leur filant, je sais pas, un bon de réduction, un truc, un machin, pour qu'ils conservent leurs commandes, ou les faire patienter jusqu'à l'obtention, tu vois, du produit de remplacement, etc. Donc tu arrives toujours à te débrouiller. Et en plus de ça, si ta marge bénéficiaire est intéressante, eh ben, tu peux te permettre d'aller acheter par exemple un produit de secours sur une plateforme française et livrer rapidement ton client de façon à ne pas perdre ton client. Mais tu vois, le high ticket, c'est une philosophie, tu vois, de fidélité du client. Alors que quand tu fais du volume sur un petit produit, hein, tu vois, je pense à l'époque, tu vois, au Blade Runner et tout ça, tu vois, les mecs qui vendaient ces petits accessoires là à 2 balles, ils payaient ça 20 centimes ou 30 centimes, tu vois, sur AliExpress ou sur Alibaba en stock. Forcément, tu vois, ils vendaient ça 2 euros, donc tu vois, la marge en fait elle est très faible là-dessus. Donc l'idée c'était de faire beaucoup de volume, donc une automatisation avec Deezers ou Oberlo est justifiée. Et encore plus de travailler avec des plateformes comme Shopify parce que tu arrives à les interconnecter. Mais maintenant, il n'y a pas que Shopify que tu peux intégrer comme ça. Hein. Il y a d'autres plateformes, dont WooCommerce. Donc tu peux, si tu veux faire du low ticket, si ça te chante, mais sache que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de surveillance et beaucoup de prise de risque, parce que au plus tu auras de commandes, au plus il te faudra de trésorerie, au plus il te faudra de surveillance en SAV et en logistique, au plus il va y avoir des déclarations IOSS, OSS, machin à gérer. euh, Au plus ça devient compliqué. Et est-ce que ta marge le justifie? Je ne pense pas. C'est pour ça que je pousse les gens à réfléchir au high ticket. Vendre un produit à 300 balles, c'est peut-être plus compliqué que de vendre un produit à 3 euros.
on est bien d'accord, mais quand tu vendras 100 produits à 3 euros pour un seul produit à 300 balles, tu comprendras rapidement que c'est plus facile de trouver un client que d'en trouver 300. Voilà. Donc, tu vois, c'est une histoire en tout cas de philosophie, d'expérience entrepreneuriale qui me pousse à dire que le high ticket est plus intéressant en dropshipping et en e-commerce en général. Voilà, c'est pas que le dropshipping, bien sûr. Hein, l'idée, de toute façon, c'est de passer à du private label, etc. Donc, voilà. Mais ça, je t'expliquerai ça plus tard. On passera à ça dans une autre question. Pourquoi faut-il du SEO? Alors ça, c'est une question à la con, parce que c'est une question qui est relative à ta philosophie business. Si tu es quelqu'un qui crée des business long terme, c'est-à-dire qui va, tu vois, mettre en avant une marque, donc qui va faire du branding, qui va, voilà, créer du contenu autour de ça, qui va créer peut-être des événements, qui va personnaliser ses produits, qui va faire du private label, qui va créer des codes IAN 13 pour ses produits, des codes fabricants, qui va peut-être déposer un brevet pour son prototype aussi et ça. Tu vois, tu es sur un business long terme et dans ce cas-là, tu vois, le SEO est une évidence. Parce que forcément, c'est du référencement organique, donc tu vas chercher à faire grimper ton domaine au maximum, faire remonter tes articles le plus haut possible pour pouvoir faire des ventes en naturel et voilà, générer du trafic sur ton site naturellement. Donc ça, c'est un investissement. On dit que le SEO est gratuit. Ouais, la visibilité sur Google est gratuite, ok. Mais pour y arriver, il va falloir investir. Il faut du backlink, du netlinking, hein, du coup. Il faut travailler sur des articles blog, etc., etc. Donc, et je te parle pas du back-end de ton site qu'il va falloir optimiser un mort pour pouvoir ranker, créer du contenu de qualité, etc. Donc, voilà, il y a un réel investissement, et si c'est pas un investissement financier, c'est un investissement en termes de temps. Donc ça revient à peu près au même. Il y a de l'investissement au SEO. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Ben non. Si toi, tu as prévu de faire du one-shot sur un produit, parce que les produits gagnants que vous allez travailler, vous allez trouver sur les plateformes spécialisées, tu vois, de drop, je sais pas quoi, tu sais, qui te proposent 10 nouveaux produits tous les jours, etc. Ou, je sais plus c'est quoi, Drop Target ou je sais plus quoi. Bref, il y en a plusieurs des plateformes comme ça, ou les recommandations d'AliExpress ou de chez CJ Dropshipping ou autre chose. Si tu travailles comme ça sur du one-shot, sur de la tendance, sur de la hype, bah forcément ton produit va durer 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, toi ton intérêt, c'est pas tu vois, de créer du SEO, de créer une marque derrière. Ton truc à toi, ça va être faire du one-shot, tu vois, de la commande directe, et donc forcément, enfin de la commande rapide et du volume. Donc forcément, toi, tu vas t'orienter vers de la publicité. Hein, c'est ce qui paraît le plus logique pour faire scaler en fait ton business le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, tu donnes de la nourriture aux cochons, tu vois. C'est ce que j'expliquais en tout début de vidéo. Bah, tu vas te faire taxer ton produit, forcément. Il y a des gens qui vont venir parasiter ton audience. Et ça, c'est le jeu, quoi, tu vois. Hein, si tu prends AdSpy par exemple, tu peux trouver les créatifs de un tel ou un tel et dire que bah, tel et tel produit est gagnant, et donc parasiter l'audience en faisant une meilleure créative, en faisant un meilleur tarif, une meilleure page de vente, etc., etc. Donc ça, tu vois, c'est le jeu auquel moi je ne veux plus jouer. Parce que je trouve que c'est une espèce de jeu à somme nulle. C'est un petit peu comme le casino. Tu mets une pièce, tu essaies d'en récupérer 5 derrière, et puis voilà. Ce truc-là, franchement, c'est du hasard, il y a une part de chance, il y a une part de professionnalisme aussi, hein, on va pas retirer ça aux gens, mais il y a quand même une part de chance pour que ton business fonctionne ou que tu croules. Et c'est pareil, en termes de publicité, ne t'imagine pas que c'est 10 balles par jour que tu vas mettre. Si tu vas pas jusqu'à au moins 100 ou 150 euros par jour, c'est le minimum, hein, tu vois, minimum vital, tu n'obtiendras aucun résultat. Et je peux t'assurer que les mecs qui jouent à ce jeu-là sont plutôt à 2000-2500 balles par jour de publicité, ciblée, targetée avec du pixel, etc. et du retargeting derrière pour avoir des résultats. Donc, tu vois, est-ce que tu es prêt à mettre ce budget-là? Oublie pas que sur 10 jours, c'est 25 000 euros.
Donc voilà, fais le calcul, quoi. Donc si tu es prêt à investir 100 000 euros par mois de publicité, mais joue à ce jeu-là, tu vois, il n'y a pas de problème. Tu vas faire de l'argent, c'est sûr. Mais il va falloir tous les mois retrouver un nouveau produit, un nouveau produit, un nouveau produit, un nouveau produit. C'est comme ça. Et il y a des mois, bah, tu auras mis 100 000 balles pour rien. Et il y a des mois, tu auras mis 100 000 balles pour en gagner 500 000. Voilà, c'est un peu les règles du jeu. Moi, ce jeu-là ne m'intéresse pas. Je ne travaille pas comme ça. Je ne suis pas en mode gambling et je ne veux pas former les gens au gambling. Voilà tout. Passons à la question suivante. Les régies publicitaires, c'est de la merde. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que la régie publicitaire, eh ben, elle a tes couilles dans les mains. Elle fait ce qu'elle veut avec. Si elle a envie de te les écraser, elle te les écrase. Si elle a envie de les casser, elle les casse. Si elle a envie de les jeter, elle les jette. Grosso modo, c'est ça. Donc tu es 100% dépendant de tes publicités. Si demain tu te fais dégager de Facebook Ads, tu perds ton marché Facebook. Si tu te fais dégager de Google, tu perds ton marché Google. Tu te fais et YouTube par la même occasion puisque c'est Google. Si tu es sur les native ads, c'est pareil. Alors tu vas me dire ouais, je peux toujours acheter des business managers, machin, tout ça. Ok, mais tu vas passer ton temps à acheter des business managers et te refaire jeter derrière parce que c'est un problème de méthode et c'est un problème de politique de la régie publicitaire. Si la régie publicitaire elle a décidé qu'à partir de maintenant tu ferais plus de fausses promesses, que tu dirais pas marketing dans ton truc ou que tu vendrais pas tel et tel cafouinet trouvé sur AliExpress, voilà, tu le feras plus. C'est comme ça, c'est chez eux. Hein, tu n'es pas chez toi, tu es chez eux. En plus de ça, comme tu es un peu con hein, et que tu fais de la publicité sans récupérer des emails derrière, bah, tu te retrouves bah, avec les couilles à la main. Quoi, voilà, hein, t'es baisé, et t'as plus de compte publicitaire, ton business il se casse la gueule et t'as aucun moyen de te retourner. Voilà ce qui se passe la plupart du temps. Alors moi je dis pas que les régies c'est de la merde, moi aussi j'utilise les régies, mais je les utilise pour générer du trafic qualifié. Déjà on n'est pas sur le même travail. Plus de ça je capture les emails et derrière les gens je travaille en email marketing. Donc voilà, c'est toute une stratégie qui est complètement différente. J'ai jamais dit que les régies publicitaires c'était de la merde. Il faut simplement savoir s'en servir et savoir s'en servir au bénéfice de ton business long terme. Donc si encore une fois tu es sur du one shot, bah, voilà, tu vas avoir du problème. Moi, je préfère faire par exemple de la publicité rédactionnelle, à travailler avec des régies publicitaires comme les Native Ads, hein, que ce soit Taboola, MaxiWeb ou autre chose, parce que je vais bridger les gens, si tu veux. Je vais les envoyer sur un article qui va les motiver à s'intéresser aux produits que j'ai à vendre. Donc tu vois, la démarche est totalement différente. Et entre deux, je vais capturer leur email et je vais leur proposer X solutions derrière. Voilà. Donc c'est du marketing, c'est de la réponse au problème. Voilà, c'est tout. Donc en marketing, on dit qu'il faut observer la règle des 3 B, hein, donc le bon produit face à la bonne personne au bon moment. C'est ce que j'essaye de faire sur mes shops. Voilà, et c'est ce que je conseille de faire à tout le monde. Maintenant, si tu es en mode dropshipping, encore une fois, Yomi Denzel, comment c'est, Roma SEO, machin, tout ça, eh ben libre à toi, tu vois, fais comme eux ils disent, tu vois. Mais moi, je dis pas ça. Voilà, j'ai une philosophie différente et une expérience du e-commerce qui est différente. Donc c'est pour ça que j'enseigne quelque chose qui est différent. Ok? Question suivante. Pourquoi le private label? Alors le private label, c'est quoi? C'est le fait de créer ta propre marque sur une marque blanche. C'est-à-dire que tu as repéré un produit, je sais pas, sur Alibaba, par exemple, sur un fabricant à Shenzhen ou je sais pas où, ou dans un autre pays, hein. Moi, je parle de la Chine là, comme ça, mais on pourrait parler de la Turquie, on pourrait parler de l'Espagne, on pourrait parler de la Hollande, on pourrait parler du Royaume-Uni, etc. Donc il y a et même en France, il y a des fabricants, voilà, avec qui tu peux créer un partenariat et faire fabriquer tes produits chez eux. Hein. Tu n'es pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète pour faire fabriquer tes produits. Donc ça, tu vois, c'est parce que bah, tout le monde pense dropshipping, la Chine, donc c'est pour ça que je parle de ça. Mais en vrai, moi, je fais très peu de dropshipping avec l'Asie, par exemple. Enfin, très peu de fabrication avec l'Asie.
parce que les délais sont longs, parce que c'est compliqué, parce que les Chinois qui parlent anglais, putain, c'est une blague. Bref, tu vois, ils disent qu'ils ont compris, ils n'ont pas compris. Enfin bref, il te faut des vérificateurs avant d'expédier tes commandes, etc. Donc tout ça, c'est de la complication. Voilà. En plus de ça, bah, TVA d'importation, etc. Donc tout ça, tu te rajoutes de la charge de travail. Donc parfois, tu vois, c'est plus intéressant de faire fabriquer ton produit en Europe directement. T'as pas de TVA IOSS. Tu vois, tu peux, en plus de ça, négocier des conditions de paiement, ce que tu pourras pas faire avec les Chinois. Les Chinois, tu payes d'avance et puis tu fermes ta gueule. Avec un fabricant allemand, par exemple, ou un fabricant turc, ou un fabricant, je sais pas où, bah, tu vas pouvoir négocier des conditions de paiement, d'avoir peut-être tes 500 ou 1000 premières pièces à crédit, paiement à 30 jours, par LCR, etc., sur du CEPA, enfin bref, c'est beaucoup plus simple. Donc tu peux, voilà, comme ça, avoir ce qu'on appelle des encours fournisseurs, et donc avoir une trésorerie beaucoup plus légère et avoir généré plus de business. Le private label, tu vois, on en parle beaucoup autour du business Amazon. Mais aujourd'hui, si tu as un shop et que tu veux vendre sur des marketplaces, il va te falloir un code IN13 et un code fabricant. Donc ça, il va falloir les générer sur JS1 par exemple, et donc il va falloir enregistrer une marque à l'INPI, parce que l'un sur l'autre, ça fonctionne pas, et si tu veux vendre sur Amazon, il va falloir enregistrer ta marque sur Amazon Registry, sur Cdiscount c'est pareil, et sur eBay bientôt ce sera pareil aussi, et de toute façon ils te demandent des codes IN13. Alors tu peux encore, sous certaines dérogations, machin, générer toi-même, tu vois, des codes IN13 et ça passe à peu près, et un jour ça passe plus, tu sais pas pourquoi. Ça, c'est encore une méthode, tu vois, de growth hacking à la con, hein. Si tu veux faire les choses bien, bah, tu fais ça, tu brandes, tu fais une private label, donc tu crées ta propre marque, tu crées tes codes IAN, tu vois, sur ton produit, etc. Et tous tes produits dans ta boutique sont référencés de cette façon-là. De façon à ce que le jour où tu te décides à travailler sur multicanaux, donc sur des marketplaces, eh ben, tu puisses le faire directement sans te prendre la tête. Je pense à un autre truc maintenant, c'est Merchant Center. Si tu veux diffuser, tu vois, tes annonces sur Merchant Center, il va te falloir des codes IN13 aussi. Donc, tu vois, tout ça, en fait, c'est une logique, tu vois, dans le commerce. Et c'est pour ça que là, on parle plus de dropshipping, on parle de e-commerce 2.0. On a une vision long terme du business. Et c'est ça dont je fais la promotion. Moi, je fais pas la promotion du dropshipping. Le dropshipping, c'est simplement une méthode quand t'as pas de trésor, en fait, c'est tout. Hein, ça te permet, voilà, tu vois, de commencer à vendre des produits sans même les avoir touchés, tu vois. Donc, tu vois, il y a un moment, c'est de la facilité. Alors, je te conseille toujours de commander un prototype avant, de façon à savoir ce que tu vends quand même. Et c'est beaucoup mieux si tu veux faire tes propres photos, etc. Donc, tu vois, il y a tout un travail aussi là-dessus, hein. C'est pas la peine de monter un shop avec les images des Chinois, hein. Tu vas te bouffer les couilles, je te le dis, hein. Tu vas rien vendre. Donc, il y a un moment aussi, il faut travailler professionnellement. Si tu veux rentrer dans le professionnalisme, il faut se comporter comme un professionnel. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. C'est pour ça que je mets en avant, moi, les entrepreneurs du e-commerce et non pas bah, les simples dropshippers, on va dire, hein, les mecs qui se sont levés un matin et se sont dit, oh tiens, je vais faire du dropshipping comme Yomi. Voilà, Yomi, moi j'ai rien contre Yomi Denzel, hein, faut savoir aussi, hein, plein de gens pensent que moi je déteste ce gars-là. Moi je le déteste pas du tout, j'ai du respect pour lui. Le mec il pèse plus de 20 millions de dollars ou 10 millions de dollars, j'en sais rien, tu vois. Enfin bref, il est pété de thunes le mec. Donc c'est qu'il a réussi dans son business. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin je veux dire, je serais complètement con d'être contre cette réussite. Tu vois, hein, il a réussi, machin. Ses méthodes sont pas les miennes, certes, mais voilà, il a mieux réussi que moi dans le e-commerce, tu vois, c'est incontestable, hein. Moi, j'ai pas 10 millions de dollars, je te le dis, hein. Donc voilà, j'ai du respect pour les gens, tu vois, j'ai aucun problème pour ça, sauf que moi, je n'enseigne pas ça. J'enseigne le e-commerce 2.0, donc voilà, du business long terme. J'espère que c'est clair. Bon, ça fait déjà pas mal d'infos quand même que je t'ai donné et j'espère que je t'ai apporté suffisamment de valeur dans cette vidéo sur le e-commerce. J'espère que tu as bien compris la différence entre un entrepreneur en e-commerce et un dropshipper. Vraiment, tu vois, l'objectif de cette vidéo est de comprendre que dropshipping, c'est qu'une méthode de vente, c'est tout. Ça te permet, voilà, d'avoir de la trésor et de commencer rapidement le business. Mais ensuite, il faut passer sur un niveau supérieur. Il faut penser à ton avenir. Tu peux pas faire du one shot comme ça toute ta vie.
ok? Oublie pas de me lâcher un like si tu as apprécié cette vidéo, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc coche cette foutue cloche abonnée. On se revoit bientôt pour la suite, compte sur moi, ça va être caustique pour la fin. Ciao, bye, stay safe. Ciao.